Bonjour Eric Amraoui, je suis enchanté de faire votre connaissance, même si c'est par écran interposé. Initialement, nous devions d'ailleurs être trois, puisque Joanne Chapoutot, professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, a publié il y a quelque temps un livre qui s'appelle Libre d'obéir, les origines nazies du management. Donc, en son absence, nous avons quand même travaillé ensemble, Eric Amraoui. Vous êtes maître de conférence HDR au Centre de recherche sur le travail et le développement au CNAM de Paris. Vous avez aussi été directeur de programme au Collège international de philosophie. Vous l'êtes toujours, non? Non. D'accord. Voilà. Donc, j'ai lu quelques-uns de vos articles, notamment un qui m'a diablement intéressé sur le management aujourd'hui, hein, un peu ses sources et surtout comment le vivent les personnes que vous avez interrogées, à qui vous avez travaillé. Voilà. Alors, vos deux travaux, celui de M. Chapoutot et les vôtres, vont dans, sont des travaux à la fois d'enquête et à la fois de généalogie. Alors, la généalogie de Joanne Chapoutot, qui est historien, et historien de l'Allemagne contemporaine notamment, est de dire que l'un des fondateurs du management contemporain, Reinhard Höhn, né en 1904, mort en 2000, a été effectivement un de ceux qui a créé un institut de formation pour le management en République fédérale allemande après la guerre, qui a formé à peu près 600 000 cadres de l'économie allemande d'après-guerre. Et ce monsieur, Reinhard Höhn, a été nazi. Il a été même à la direction de la SS. Et donc, il y a cette haute... Eh bien, par la suite, il s'est reconverti, si je puis dire. Il a été en quelque sorte blanchi. Et il a fait une deuxième carrière, cette fois-ci avec énormément de succès. Et ce succès a interrogé Joanne Chapoutot et n'est pas sans nous interroger, nous, sur la question donc, des origines, de la généalogie idéologique, on pourrait dire, de l'actuel management, qui est une question différente du vécu, on verra aussi avec vous. Voilà. Alors, comme on ne peut pas parler à la place et en l'absence de Joanne Chapoutot, bien entendu, je propose qu'on dialogue tous les deux et qu'à la dernière question, nous verrons comment vous et moi, surtout vous d'ailleurs, avez lu ce livre qui s'appelle, je rappelle, Libre d'obéir. Voilà. Alors, ma question est, vos enquêtes sur le management et le vécu du management aujourd'hui, vous l'avez fait dans quel cadre? C'est une recherche universitaire? C'est quoi? C'est une... Oui, alors, je l'ai faite de trois manières. Par le biais d'entretiens individuels avec souvent d'anciens étudiants. La seconde voie, c'est la lecture de mémoires de psychologie du travail. J'enseigne la philosophie à la chaire de psychologie du travail du CNAM. Et voilà. Chaque mémoire est un rapport d'enquête contenant des éléments de verbatim dans lesquels on peut lire, percevoir l'effet du management. Et puis, troisième voie, une voie plus directe et plus récente, c'est celle de la recherche-action. Je suis actuellement engagé dans une recherche-action sur les rapports entre chômage et santé, ou plus exactement, altération des santé mentale et physique liées à l'activité empêchée. Et ce qui frappe, dans tous les cas, quelle que soit l'approche menée, c'est la convocation du motif de la vie empêchée. Alors ça, on aura, comme de l'activité, on aura l'occasion d'y revenir. Oui. Alors, ce qui m'a
intéressé aussi dans ce que j'ai lu de vous, c'est que, bon, je suis philosophe comme vous, donc vous dites à un moment qu'il y aurait des origines personnalistes au management, à la française, si je puis dire. Donc, le personnalisme, c'est Emmanuel Mounier, c'est un courant chrétien social qui est né un peu avant la guerre, dans les années 30. Alors, comment faites-vous le lien, justement? Qu'est-ce que vos enquêtes vous ont permis de déterminer du point de vue de la généalogie du management contemporain? Alors là, l'enquête n'est plus clinico-philosophique, Oui. Elle est historico-philosophique. Alors, la lecture du livre de Johan Chapoutot m'a personnellement beaucoup apporté et permis, comme vous l'avez fait, comme vous êtes le premier à l'avoir fait, de mettre en tension deux thèses. La première, celle de la généalogie nazie du management et plus singulièrement du New Public Management actuellement en vigueur dans de nombreuses structures, en entreprise et même dans les structures, dans des établissements publics. Alors, moi-même, j'ai été conduit à intervenir auprès de cadres territoriaux de la PJJ il y a au début des années 2010. Et la commande portait sur... Excusez-moi, protection judiciaire de la jeunesse. Je dis ça pour les gens qui nous écoutent. La commande portait sur le management humaniste. Il s'agissait pour les personnes qui m'avaient invité de me faire présenter les grandes lignes de ce en quoi consiste le management humaniste. Sauf que, en présentant les choses, alors j'ai été évidemment, c'est à ce moment-là que j'ai été conduit à faire une sorte de généalogie sans prétention, mais généalogie du motif humaniste du management, qui est un peu à la mode. Excusez-moi, c'est un humanisme revendiqué, c'est-à-dire ce sont les gens, les acteurs eux-mêmes qui mettent cette étiquette? Ah oui. Oui. Une frange du management se voulant rompre avec les méthodes brutalistes, rentabilistes d'un certain management, met en avant l'humanisme. Sauf que, dans la réalité, les choses ne se passent pas tout à fait comme ça. Le management humaniste est tout à fait, de manière très contemporaine, associé à la société de la positivité, au refus de la négativité, au refus du malheur. C'est le culte du bonheur, avec la mise en œuvre des protocoles de qualité de vie au travail. Alors, je reviens à Emmanuel Mounier. Oui. Au moment de mon enquête, qui remonte donc au début des années 2010, je me suis aperçu que la notion d'autorité subsidiaire, de principe de subsidiarité, était justement convoquée par le management humaniste, ou qui sollicite l'énergie de l'individu, considéré en tant que personne et responsable. Voyez, alors ça m'a un peu troublé. Je me suis dit, tiens, il y aurait des éléments de correspondance avec la conception de la gouvernance au niveau de l'Union européenne. Voyez, je suis allé chercher. Alors, j'ai lu à ce moment-là, de manière attentive, le personnalisme d'Emmanuel Mounier, où l'individu est effectivement présenté comme cellule de vie, de vitalité et de créativité autonome, mais surtout comme personne. Le personnalisme est une pédagogie de l'éveil de la personne qui désigne un ensemble de consentements premiers
qui peuvent asseoir une civilisation à la personne dévouée à la personne humaine. Et ce qui m'a frappé en lisant le livre de Mounier, c'est qu'il l'écrit en tant qu'acte de résistance à la montée des totalitarismes, des régimes totalitaires. Donc évidemment, d'où la pertinence, le caractère percutant de votre question, comment le management peut-il à la fois historiquement se revendiquer de motifs aussi différents que l'énergétisme nazi et le personnalisme. Hein. Il y a antinomie, indéniablement. Même si peut-être, et ça, Johan Chapoutot pourrait mieux être à même de le déterminer, la notion de communauté mise en avant dans les deux cas par la philosophie personnaliste et au niveau de la conception de l'État nazi, mais sans qu'il y ait évidemment le moindre rapport. Hein. Emmanuel Mounier est un farouche opposant du totalitarisme. Évidemment, ça n'a rien. C'est vraiment, voilà, c'est antinomique. Alors, mon hypothèse, c'est que après la vague de suicides de 2009 chez Orange et le traitement, la tentative de traitement social du phénomène suicidaire par l'entreprise et par les pouvoirs publics, d'inspiration néo-hygiéniste, une page a été tournée, celle du dolorisme, celle des rhétoriques convoquant un vocabulaire associé à la négativité, les risques psychosociaux. À partir de 2013, de l'accord national interprofessionnel de juin 2013, on change de rhétorique. On parle désormais de qualité de vie au travail, de bonheur. Et c'est à ce moment-là que l'on entend parler et que l'on voit promue cette notion de management humaniste. Hein. Alors, avec justement la convocation de motifs beaucoup plus présentables que ceux du New Public Management et en rupture avec une certaine manière de voir les choses. Je dirais qu'il y a les managements. Il y a vraiment, j'ai un collègue qui est professeur de gestion à l'ESCP Europe et également directeur de programme au Collège international de philosophie, qui a publié il y a quelques années un ouvrage intitulé Critique de la condition managériale, où il tente de penser les conditions d'un management soucieux du vécu concret des individus. Alors il y a, là aussi j'ajouterais, il y a les managements, il y a les conceptions de l'humanisme. Dans certaines, j'y verrais une tentative tout à fait louable, intéressante, mais dans d'autres, c'est pour le moins ambigu. Et voilà, donc je pourrais continuer évidemment, mais... Oui, moi j'ai deux questions, si vous voulez bien, sur ce que vous venez de dire. D'abord, je reviens un peu à Emmanuel Mounier, et c'est une question, je ne suis pas historien, donc c'est une question à laquelle que peut-être il n'a pas lieu d'être. Alors, premièrement, j'abonde dans votre sens pour vous dire que la revue Esprit dans les années 30 n'est pas du tout une revue qui préfigurait je ne sais quelle collaboration avec les nazis. Lévinas a publié un de ses premiers articles en 1934. C'est le premier article en langue française sur le nazisme, qui s'appelle Quelques réflexions sur la philosophie de l'hystérisme. Bon, à l'époque, donc, il n'y a pas de... on ne peut pas les soupçonner de quoi que ce soit. Mais comme vous l'avez très bien dit, la notion de communauté, Gemeinschaft en allemand, mais la communauté dans le courant personnaliste,
mais aussi par exemple chez Ricoeur, n'a rien à voir avec ce que les nazis en ont fait, bien sûr. Mais il y a peut-être un certain flou sur le concept de communauté. Et là, je voudrais, si vous me le permettez, citer la page 139 du livre de Joanne Chapoutot. Allez-y, oui. Fondatrice de la réflexion contractualiste, des théories du contrat social et des sociétés contemporaines, la question de la liberté est évacuée par les penseurs de la communauté, comme Reinhard Höhn et ses collègues juristes sous le Troisième Reich. La suite est très intéressante. La communauté, dit Chapoutot, est la réunion naturelle et spontanée des hommes libres, libres par nature du fait même de leur obéissance. Car, en obéissant au Führer, ils n'obéissent qu'à eux-mêmes. Tout est dit. Ce titre libre d'obéir qui nous enferme. C'est un titre extraordinaire parce que c'est une contradiction dans les termes, c'est un oxymore, mais en même temps, ça désigne une division du travail entre ceux qui doivent obéir aux consignes du parti nazi, à partager son idéologie, mais qui sont libres des moyens de l'appliquer. C'est ça. Oui, c'est ça. Le management par mission, qui s'est inspiré de cette liberté de moyens accordée par le régime nazi à ceux qui le servaient. Et j'ai une autre question, je reviens un peu à la question précédente, parce que j'ai un soupçon. Vous savez comme moi qu'il y a eu, dans les années 40, de l'occupation nazie, l'école du riage. Oui. C'est ce que c'est. Oui. Alors, si j'ai bien compris, l'école du riage formait des cadres pour la France, sans préciser laquelle, si c'était la France de Vichy ou si c'était la France d'après, celle de la Résistance. Oui. Est-ce que justement cette ambiguïté n'est pas finalement aux sources même du management moderne? Peut-être que je m'avance beaucoup, mais... Non, c'est une question que je me suis posée de manière sans doute moins nette que vous, mais elle m'a effleuré l'esprit. L'école du riage, c'est un point de passage obligé pour comprendre justement la mise en place du culte de l'autorité subsidiaire, du principe de subsidiarité. Ce que l'on peut faire à l'échelon inférieur, eh bien que cela soit fait à cet échelon, et l'échelon supranational donnera tout son sens à, de même que la Führung, le commandement suprême, donne son sens à ce qui est fait avec une liberté de moyens, y compris et même souvent dans le cadre de l'accomplissement d'actes criminels. L'école du riage, la formation des cadres de Vichy et même pour la jeunesse de l'Union européenne, par certains côtés. Oui, parce que sont issus de l'école du riage le fondateur et directeur du Monde, des philosophes comme Jean Lacroix, des économistes, François Pérou, des gens comme ça, qui n'étaient pas des gens d'extrême droite, loin de là. Non. Alors, ma question, vous voyez, ce serait, j'ai deux hypothèses pour expliquer cette double généalogie. Pourquoi cette mise en avant du management humaniste? Je l'ai daté au début des années 2010. Alors, deux hypothèses. La première, c'est pour changer son fusil d'épaule, comme je l'ai un petit peu évoqué, peut-être en lien aussi avec la mémoire du procès qui a quand même, à la mort de Reinhard Höhn, les éloges n'ont pas plu sur lui. Son passé nazi lui collait à la peau. Johann Chapoutot l'indique. Alors, est-ce que il ne fallait pas trouver une référence pour se démarquer, vous voyez? Et puis, deuxièmement, c'est le management humaniste, mais insuffisamment réfléchi
c'est-à-dire combiné à l'injonction au bonheur. Mmh. Alors, en lisant le livre de Ren Chapoutot, et en vous lisant vous aussi, j'ai pensé à ce qu'a été, c'est l'historien Yves Cohen qui m'a soufflé ça dans son livre, Le siècle des chefs. Les chefs, alors lui, c'était Yves Cohen, prend ses exemples donc dans la Russie stalinienne, dans le taylorisme et chez Peugeot, où il a travaillé pendant très longtemps. Et là, on voit les chefs. Mais j'ai l'impression qu'avec le management tel que vous le décrivez, ce ne sont plus les chefs qui comptent, c'est autre chose. Oui. Où il n'y a plus la même on n'attend pas la même obéissance qu'on attendait dans les partis totalitaires qu'aujourd'hui. Ça ne marche pas. Ça ne marcherait pas. Ah oui, oui, oui. Et ça, Johann Chapoutot montre très bien chez les nazis cette volonté de rupture avec l'esprit prévalant à l'organisation de la conduite de la guerre depuis Louis XIV et dans l'Allemagne prussienne, c'est-à-dire le commandement par trop vertical, ne laissant aucune initiative, antinomique, enfin antithèse de ce qu'on appellera par la suite le management par mission. Ouais. Et Johann Chapoutot, justement, répond à une objection qui lui a été faite, l'objection d'une déconnexion du nazisme de son projet raciste et antisémite. Et à quoi il répond en pointant l'erreur symétrique de réduire le nazisme à la Shoah et à la verticalité criminelle du pouvoir. Il montre que le génie, au mauvais sens du terme, bien sûr, du nazisme, c'est d'avoir su combiner autoritarisme et autonomisation des sujets. Et c'est terrifiant parce que on ne se remet pas de la simple lecture du titre de l'ouvrage « Libre d'obéir ». Absolument, tout à fait d'accord avec vous. Alors, justement, nous sommes en quelque sorte à un nouvel âge du management que vous caractérisiez tout à l'heure comme lié au bonheur, à la positivité. J'ai même trouvé cette expression effrayante de santé mentale positive. Donc, effectivement, ça, on baigne dedans. Vous ne pouvez plus, dans certains cercles, vous ne pouvez pas évoquer un souci, une défaillance, une certaine mélancolie sans qu'on vous renvoie en disant vous parlez de choses négatives, nous ne voulons pas l'entendre. Est-ce que c'est ça? Ah oui, alors par exemple, à la suite de la vague des suicides de 2009, les pouvoirs publics ne voulant être accusés d'inaction, c'était sous Nicolas Sarkozy, réagissent en convoquant des experts et qui commettent un rapport intitulé « La santé mentale, l'affaire de tous » pour une approche cohérente de la qualité de vie au travail. Rapport dans lequel il est préconisé la mise en place d'un mécanisme de surveillance collective généralisée, traquant les pensées négatives, l'anédonisme. Enfin, c'est assez hallucinant de lire ça. Hein. C'est pas ce que vous dites, c'est pas de la science-fiction. C'est vrai. Oui, j'entends bien. Oui. Mmh. Alors, évidemment, ça a des effets. C'est pas seulement de la littérature, ça a des effets sur les gens qui travaillent dans ces entreprises. Des effets. Oui. Oui, absolument. Absolument. C'est-à-dire que ça renforce un temps l'illusion ou, de manière euphémisée, la croyance en laquelle les défaillances de l'individu, les faiblesses que nous ressentons sur le plan physique ou psychique en lien avec les contraintes accrues de la production, eh bien, sont dues à notre insuffisante résilience psychique, à notre incapacité de développer des pensées positives.
qui, entre parenthèses, et je m'adresse aux philosophes que vous êtes, sont le contraire des passions joyeuses spinozistes. Ah oui, j'ai vu effectivement que certains de vos personnes que vous avez rencontrées citent Spinoza, justement. J'ai été ébahi, quoi. C'est un détournement. Oui, parce que même maintenant, le président de la République parle de passion triste. Alors donc, tout le monde peut parler de Spinoza. Oui, sauf que les personnes qui les citent, que j'ai vu que le font à mes yeux à bon escient, elles ne font pas la confusion entre dimension individuelle et dimension, politique. Les passions joyeuses renvoient au collectif, alors que les pensées positives ne concernent que l'individu. D'accord. Et cette façon de voir, cette philosophie entre guillemets positive, d'après vous, c'est une réaction à la période d'avant? C'est le cas de France Télécom qui a issu de la vague de suicides, mais ça alimente toute la presse psycho machin, excusez-moi de me vulgarité, mais qu'on trouve dans toutes les maisons de la presse, quoi. Une sorte de sous-littérature, parce que par exemple le concept de résilience que vous citiez, il est complètement vidé de son sens et employé dans détourné en quelque sorte, non? Oui. Alors, il est mis à toutes les sauces maintenant. Oui. Il y a deux éléments importants que vous venez de pointer. Le concept de résilience, je commence par le second. Oui. Le concept, il fait prévaloir, c'est une métaphore en fait, qui renvoie à la propriété d'un corps de retrouver sa forme originelle après déformation. Mais ça veut dire quoi? C'est la prévalence des arts mécaniques sur la vie réelle, concrète. Donc, l'usage métaphorique des concepts, des notions est dangereux. Et concernant la positivité, vous me posez la question de savoir si l'âge de la positivité débute au tournant de la décennie 2010, 2000-2010. Non. Alors, non. Dès le XVIIIe siècle, dans l'œuvre du marquis de Sade, par exemple, pour ne citer que lui, se trouve exaltée la vie intense, ce que le philosophe contemporain Tristan Garcia, dans un ouvrage magnifique intitulé « La vie intense, une obsession moderne », montre que seule la vie électrique est digne d'être vécue dans l'imaginaire commun. Alors, la psychologie positive et le management humaniste seconde version, qui sans se référer nécessairement à Emmanuel Mounier, met en avant le culte du bonheur, s'inscrivent dans cette lame de fond. Alors, il faudrait bien sûr en dresser la généalogie plus précisément. Alors, concernant la résilience aussi, je ne peux pas empêcher de penser que c'est l'idée naïve que quand on guérit de quelque chose, on revient comme on était avant. Alors, Canguilhem a bien montré que quand on a fait une maladie, quand on a traversé une crise, on n'est plus le même. La vie d'avant reprend certaines formes, mais pas toutes. Est-ce que c'est pas cette illusion-là aussi que ça participe?
Oui, alors nulle guérison n'est retour à l'innocence biologique, dit Voilà. Canguilhem. Et la pensée de Canguilhem a été manifestement impuissante, ou en tout cas pas assez diffusée, pour nous guérir de cette illusion que vous pointez. Ouais. Ouais. Alors, la positivité, donc justement, cette idée que l'on doit absolument rejeter toute pensée négative qui nous traverserait, c'est un peu une pensée magique, non? Oui, c'est auto-incantatoire. Et je vous renvoie à l'excellent livre de Han, H-A-N, La société de la fatigue, qui montre que nous vivons, dont la thèse est celle selon laquelle nous vivrions dans une société qui refuse obstinément la négativité, dont la mort est l'expression ultime, pour vouer un culte sans borne à la positivité, mais ce qui produit l'épuisement du sujet. Alors, vous avez quelques témoignages, vous avez recueilli des paroles de personnes souffrantes. Vous pouvez nous en dire quelques-unes ou deux? Oui, absolument. Alors, je vais, en lien avec ce que nous venons de nous dire, vous parler d'une personne que j'appelle Anna P. Elle a travaillé 11 ans durant dans une entreprise appartenant à un grand groupe agroalimentaire où elle était responsable du développement commercial et du marketing d'un portefeuille de produits laitiers frais, dont le volume était chaque année renégocié via les contrats signés avec les acheteurs de la grande distribution. Elle évoque, première idée, celle d'une activité surdimensionnée. Mon travail avait beau être riche et passionnant, le faire relevait d'un défi quotidien. Mais c'est ça la positivité, c'est faire croire aux individus qu'ils peuvent atteindre l'idéal. En tant que manager transversal, il me fallait convaincre et fédérer de nombreux interlocuteurs en interne avec lesquels je travaillais pour faire avancer les projets marques distributeurs, jugés non prioritaires par rapport à la marque nationale. Alors, si vous voulez, elle déplore, un manque de visibilité au niveau national et qui finit par confiner à l'épuisement. Parce que ce qu'elle fait au niveau local, au niveau de la PME locale avec laquelle elle travaille, n'est pas forcément vu et les leçons ne sont pas tirées. Donc, elle n'en a jamais fini. Le surdimensionnement de l'activité et des responsabilités, sans cesse accrues. Alors, je vais passer, pour en venir, pour rester dans le droit fil de ce que... Voilà. Ce culte de la positivité, à quoi conduit-il? À ce que, dans un de mes articles que je ne vous ai pas envoyé, j'intitule « L'antinomie paradoxale entre la vie et la vitalité ». La vitalité qui pourtant est le caractère essentiel de la vie, mais qui, aujourd'hui, sursollicité dans le monde du travail, en vient à jouer contre la vie, à empêcher la vie de se sentir elle-même. Et voilà comment Anna P. dit les choses. Je puisais dans les ressources d'une vitalité qui s'affirme en suscitant l'engagement du salarié enrôlé dans un véritable jeu d'acteurs. Faire semblant de tenir le coup, voyez ? Chaque manager est acteur de sa carrière, de même qu'il doit développer celle de ses collaborateurs, nous disait-on. Or, pour pouvoir être acteur de sa carrière, il ne suffit pas de faire du bon boulot. Il faut se rendre visible
dans la prescription de rôle qui est donnée. Être visible, c'est très fatigant. Et c'est le propre de l'époque que Michel Feher, un collègue philosophe, appelle le temps des investis. Se donner les moyens d'être investi par un employeur, de rester investi. Donc, être visible. Devenir acteur de progrès par son comportement, etc. Être optimiste, le lien avec les passions joyeuses. Et le management humaniste se veut un management optimiste. Alors, vous voyez, il y a un questionnement à nourrir sur les notions de positivité et d'optimisme. Ne pas montrer ses sentiments négatifs, comme cela est stipulé dans le référentiel de compétences. On en arrive, sur le plan des effets psychiques, à ne plus être soi-même, à jouer à être quelqu'un d'autre, de lisse, de souriant, affichant une bonne maîtrise de soi, de ses émotions, dans une apparente facilité à faire son travail. Au bout du compte, l'individu n'est jamais acteur que de ce que l'on veut qu'il soit. C'est pas loin de la liberté d'obéir, de Johan Chapoutot. Oui, tout à fait. Et alors, si vous voulez, les personnes que vous citez là, vous les avez interviewées à un moment de crise, à un moment de doute, à un moment d'épuisement ou... C'était après coup. Et pour ne rien vous cacher, c'est les deux personnes que je cite dans cet article sur le management humaniste sont venues suivre mes cours de philo au CNAM. D'où les références à Spinoza, à Vygotsky. Et elles ont analysé dans l'après-coup. Mais ça a été douloureux. J'imagine, oui, bien sûr. Et dans ce que vous décrivez, et je peux pas m'empêcher de faire un rapport avec la situation dans laquelle nous sommes, en particulier les gens qui sont en télétravail ou qui sont, comme vous et moi, en contact avec les étudiants par Zoom, quoi, la plupart du temps, comme nous maintenant. Est-ce que finalement ce management positif n'est pas en train de détruire les collectifs de travail, puisqu'ils sont centrés sur l'individu, non ? C'est évident. Oui. C'est évident. Oui. Et on pourrait dire, en lien avec ce que nous avons dit à l'instant, que la vie virtuelle à laquelle nous condamne, dans laquelle nous confine la situation que nous traversons, eh bien, justement, contribue à intensifier l'effort. En fait, on est encore plus fatigué. On reste chez soi, on économise les efforts du corps, mais pour en parler dans tous les milieux de travail, les individus sont épuisés, nourrissent le sentiment d'avancer dans un paysage de cratères. L'être collectif est détricoté. Oui, bien sûr, je souscris complètement à ce que vous dites, oui. Parce que du coup, on pourrait penser que les concepts, disons, de psychothérapie ou de pédagogie institutionnelle, toute cette tradition, serait peut-être à mobiliser justement maintenant pour redresser la barre, pour faire quelque chose de moins déraisonnable. Enfin, je ne sais pas. Alors, figurez-vous que l'une de mes doctorantes, qui a fait son master, qui a suivi ses études de philosophie à l'université de Lille, qui est éditrice, elle a fondé les éditions Dune. Eh bien, Sophie Legrain. Sophie Legrain. Oui. Sophie Legrain fait une thèse sur la psychothérapie institutionnelle,
à convoquer, à remobiliser de toute urgence. Vous avez raison, on ne pourra soigner véritablement les individus sans soigner l'institution. Voilà. Oui. C'est fondamental. Oui. Oui. Et ce qui apparaît dans les réponses que vous récoltez dans votre enquête, c'est que justement, les institutions, on peut appeler ça des institutions, les entreprises sont malades. Oui. Elles sont malades. Les gens souffrent, mais c'est les institutions qui sont malades. Oui, oui. Pierre Legendre le disait déjà, le néolibéralisme, au-delà d'une idéologie, est un empire. Et crée des formes d'emprise sur la psyché des individus. Et il faut s'en guérir, mais guérir le système, effectivement. Voilà. Écoutez, c'est un vrai plaisir de s'entretenir là-dessus. Est-ce que vous voyez une question que nous n'aurions pas abordée, que vous auriez envie d'aborder maintenant? Alors écoutez, il y en a plusieurs. Je pense qu'il y aurait encore quelque chose à dire sur la vitalité. Allez-y, oui. Puis sur la force, en lien avec le livre de Joanne Chapoutot. Oui. Je ne puis résister au plaisir de lire un dernier fragment de Verbatim d'Anna P., qui peut vraiment parler à beaucoup de monde, me semble-t-il. J'avais le sentiment d'aller puiser ma vitalité à un niveau très instinctuel, mais au tréfonds d'une vie déréalisée. On n'était pas dans le schéma du télétravail, mais dans la fiction mobilisatrice, qui est une forme de vie virtuelle. Cela m'évoque ce que Lady Macbeth disait à son époux. Tout est dépensé et on n'a rien reçu quand le désir est assouvi, mais qu'il n'est pas comblé. Vous voyez ce sentiment de frustration constant. Le drame, c'est celui de l'irréalisé. Notre énergie est refoulée dans le même temps que déployée. Et c'est ça qui est terrible. L'autonomie managériale, que j'ai déjà évoquée à plusieurs reprises, consiste à travailler à corps perdu dans un horizon rétréci à la seule quête du résultat, sans qu'il ne soit jamais question de travail, et encore moins de travail réel. Ah oui, c'est magnifique. Oui. La question de l'autonomie. Oui. Le travail abstrait, on pourrait dire d'une certaine manière, par rapport au travail concret, puisque vous savez, Marx en parlait aussi, il disait que ce qui distingue le travail abstrait du travail concret, c'est que dans le travail concret, il y a une part de jeu, il y a une part de création. Là, il n'y en a plus. C'est ça. Apparemment. Oui. C'est ça. Et, on pourrait ajouter, d'un point de vue philosophique, comment penser cela ? Cet effort continue, mais pour, comment dire, une quête, un résultat, enfin réduit à la quête d'un résultat. C'est ce que Hegel appelait la quête du mauvais infini, de l'absence de limite. La Pérone, sans limite. Ouais. C'est ça. Et nous vivrions, si on va jusqu'au bout, une époque où l'infini est devenu fou. Il a oublié qu'il n'existe que relativement au fini, qu'en se positionnant par rapport à lui. Oui, c'est clair. Les gens qui sont actuellement en télétravail ne savent pas quand s'arrêter. C'est ça. Et y compris dans le travail universitaire. Oui, c'est vrai aussi. Mais là, au bout d'un moment, on s'y fait. On se donne soi-même des barrières, des limites. Mais c'est vrai que vous avez raison, ce sans limite est effrayant, oui. Alors, au fond de cela, me semble-t-il, alors je pense qu'il y a vraiment une question très importante à aborder.
en lien avec le livre de Johann Chapoutot. Il aborde les effets d'une barbarie, les effets trompeurs, l'autonomie apparente, concédée au sujet, mais dans les limites de l'obéissance. Mais il faut, me semble-t-il, la mettre en rapport, en tension, avec une autre barbarie, celle inventée par les États de droit. Et dans le dernier élément de verbatim, la séquence de verbatim que je viens de lire, ce sentiment de n'en avoir jamais fini, cette frustration, cette absence de comblement du désir, eh bien, ça correspond à une manière de fonctionner inventée sous le Second Empire dans le contexte colonial à propos des indigènes. Et si vous voulez, selon un de mes collègues, Sidi Mohamed Barkat, le colonialisme aurait servi de laboratoire d'expérimentation au capitalisme contemporain. Et cette structure consistant dans le contexte colonial à accorder des droits aux indigènes, à ceux qu'on appelle les indigènes, sans leur permettre la jouissance en réalité, ce lien de vide, cette fausse concession, eh bien, on la retrouve dans le verbatim que j'ai lu à l'instant. Hein. Oui. Et il y a vraiment quelque chose d'assez redoutable. Et il me semble que peut-être ce qui serait nécessaire pour discuter le livre de Johann Chapoutot, parce que c'est lui qui motive notre rencontre, ce serait de faire dialoguer l'autonomie inventée sous le régime nazi et l'autonomie managériale actuelle qui repose sur d'autres principes. Accorder en droit ce que l'on refuse en fait aux individus. Vous avez l'autonomie sans les moyens. Oui. Et ce n'est que trop connu, tout ça. Oui, non, mais c'est bien de le rappeler parce que, justement, si je peux me permettre, il y a aujourd'hui une valorisation excessive de l'autonomie. Oui. Hein, et on met à toutes les sauces, un peu comme étant l'ordre du salut, quoi. Être autonome devient effectivement, et ça rejoint ce que vous disiez sur la positivité, quoi. Être hétéronome, c'est pas bien, quoi. Oui, c'est ça. Donc, même si le mot ne correspond pas à la chose, on emploiera le syntagme, enfin le signifiant autonomie, Voilà. Et alors, ce décalage entre le réel, le non et la chose produit des effets pathogènes notoires, dont l'épuisement professionnel. Et là, je pourrais vous lire un court extrait de mon collègue Sidi Mohamed Barkat, extrait de Travail et politique, propos sur le nihilisme de l'époque. Tenir debout. Dans Tenir debout, c'était une conférence faite à Valenciennes en 2010. Notre époque, plus que toute autre, est certainement celle où l'épuisement de la vie dans le travail est organisé avec la méticulosité de l'orfèvre. L'habileté est devenue la première des qualités de l'organisateur inflexible de cet affaissement des forces. Il s'agit pour lui de façonner les choses en les masquant, de les montrer pour une représentation qui rende improbable aux yeux de l'observateur l'implication d'un autre que le travailleur lui-même dans sa désolation. C'est l'autocontrôle. Oui. L'autonomie qui devient autocontrôle, c'est ça qu'il faut voir. Oui, tout à fait. Vous connaissez peut-être
c'est vieux, hein, c'est le début de la révolution industrielle. Robert Owen, industriel, progressiste, socialiste, qui avait inventé un système de contrôle de ses ouvriers. C'était une règle à 4 couleurs, jaune, noir, vert, rouge. Et si le travailleur était content de lui, il devait tourner vers l'extérieur la couleur qu'il estimait avoir faite. Oui, j'ai bien travaillé, donc je mets vert. Et donc Owen, tous les soirs, passait en revue les couleurs. Et puis au bout d'un moment, il dit, à force de faire ça tous les jours, je n'avais qu'à regarder le visage du travailleur pour savoir s'il avait bien travaillé ou pas. Et, hein, c'est vieux comme le monde, ça. Oui. Oui. Écoutez, je vous remercie. Je pense que on aura l'occasion, je pense, de retravailler ces questions qui sont quand même vraiment notre présent. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Erika. Je vous en prie. À bientôt, j'espère. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.